République des valeurs vous offre Prépare. Nous vous remercions de continuer à suivre nos leçons, lesquelles leçons, je vous le rappelle, sont initiées par la République des valeurs, dirigée par le sieur Thierno Alassane Sall, aidé par son frère et son staff. Et quand je parle de staff, je pense à Yassine, je pense à Marichou et je pense à nos autres amis qui sont là. Aujourd'hui, je vous reviens pour la deuxième et peut-être même la dernière partie de notre cours sur nature et culture. Ce cours-là, je l'ai aujourd'hui scindé en deux parties. La première que j'ai appelée rappel et la deuxième va consister à traiter un certain nombre de sujets. Et tout à l'heure, quand nous en serons à cette deuxième partie, nous allons vous livrer un à un les sujets et les thèses, les antithèses qui sont possibles, tout comme les arguments qui sont possibles. Par rapport au rappel, nous disons que il y a une différence fondamentale entre la nature et la culture. Cette différence, vous allez le voir, n'empêche pas qu'il y ait un lien entre les deux. C'est quoi on dit nature et culture. Le mot et implique une relation. Mais au-delà de cette relation, il y a une différence. La preuve, nous avons vu que la nature, c'est ce qui est inné. On rappelle que ce qui est inné, c'est ce qui vient de la naissance ou ce qu'on apporte à la naissance. La culture, par contre, c'est ce qui est acquis. On existe d'abord, on vient d'abord à la naissance, à la vie, à l'existence. Ensuite, on acquiert une culture par la lecture, par les voyages, par l'éducation, l'instruction, la formation. Okay? La culture, la nature, c'est ce qui est héréditaire, c'est ce qui se transmet de façon héréditaire de père à fils, par la voie génétique. C'est comme pas de teint naturel. Quand mes 7 ancêtres sont noirs, il n'est pas possible que je sois autre que noir. Quand je suis africain, bon teint, pur teint, il n'est pas possible que je vienne avec des cheveux à l'occidental. C'est pourquoi le nez de l'Africain, on le sait, est un nez particulier. Ses yeux sont d'une couleur particulière. Cela est dû à l'hérédité. Vous voyez les Chinois, ils ont une sculpture, un physique qui est naturel, qui tient de leur hérédité. Mais lorsqu'on parle de la culture, c'est l'héritage. Autrement dit, ce qui a été légué, transmis par des adultes. C'est pourquoi on disait à l'époque, on ne naît pas homme, on le devient. On est naturellement animal, mais on le devient sur la base de ce qui est acquis, de ce qui a été hérédité, de ce que les parents nous ont transmis. C'est pourquoi peut-être M. Babou, dans son cours subconscient inconscient, a dû peut-être vous parler un peu du rôle du surmoi. Le surmoi qui symbolise un peu l'autorité familiale, morale, religieuse. Le rôle du surmoi sur le monde. C'est le surmoi qui transmet au moi l'ensemble de ses traits, ses caractéristiques moraux, intellectuels, religieux, culturels. Donc le moi, il n'est pas né culturel, il devient culturel en fonction du surmoi. Mais ce qui est naturel, je ne sais pas, vous l'avez rappelé, c'est le ça. Le ça sont les pulsions, les désirs, les appétits qui tiennent compte, qui tiennent lieu un peu de notre constitution biologique et physique et animale. Le naturel pour la nature, c'est ce qui est constant. C'est ce qui est constant. À savoir, ce qui est là, qui ne change pas. C'est pourquoi nous voyons que les lions, depuis toujours, sont par nature des carnivores. Il n'est pas arrivé un temps pendant lequel le lion a été autre chose que carnivore.
On va même faire un peu de tasso, si c'est permis. Gagne Ndiaye, il y a plein d'idées. Sauf le lion de Sintouba peut-être, qui a eu à manger des dattes. Mais ça, c'est un exploit, un miracle. Mais naturellement, un lion est carnivore. Cette qualité de carnivore est naturelle et c'est une qualité qui est constante, qui n'évolue pas en fonction du temps, en fonction du milieu, en fonction des circonstances. Mais à l'opposé, la culture, elle est variable. Nous l'avions montré. D'un milieu à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une société à l'autre, nous n'avons pas la même culture. C'est quelque chose de variable. C'est parce que la culture elle est variable, on dit elle est relative. Elle est relative, ça signifie quoi? Les mêmes traits de culture ne sont pas appréciés partout de la même façon. Nous l'avions déjà montré. Le baptême, il est universel. Tout le monde connaît le baptême, mais le baptême ne se fait pas de la même façon d'une société à l'autre. Le mariage, les funérailles, on se rappelle même que dans certaines sociétés, quand on a un décès, un mort, on loue les services des pleureurs ou des pleureuses, des gens qui sont payés pour venir pleurer. Plus on pleure, semble-t-il, plus Dieu a de la pitié pour le mort. Et plus on pleure, plus on voit que le mort a été aimé, il a été estimé. Mais dans la société sénégalaise, j'allais même dire musulmane et chrétienne, cela n'existe pas. La mort se célèbre un peu dans le calme, le silence, la méditation. Mais pleurer un mort, c'est relatif. Même dans la façon d'appeler les choses, dans certaines sociétés, lorsque un ancêtre est parti, c'est une fête. Parce qu'on dit, il se repose, noppaluna, lakuna. Et que par conséquent, lorsqu'un enfant décède, ça suscite un peu de la tristesse. On dit gagnina. On dit la disparition cruelle. Tout ça c'est relatif, c'est culturel. Mais ce qui est naturel, il est universel. À savoir que tous les lions partagent la même nature. Tous les chats partagent la même nature. Mais tous les hommes, certes, ont une culture, mais ce n'est pas la même culture. Elle est relative, diversement appréciée. Lorsqu'on parle de la beauté, en France, en Europe, la beauté renvoie un peu à la finesse. Il y a même des critères plus ou moins techniques, plus ou moins subjectifs pour définir la beauté. La taille, la morphologie, la démarche, le style du regard. On dit, elle est belle, elle est coquette, elle est mince. Mais en Afrique, si vous êtes mince, on dira même en Wolof, wow, vous ne pouvez pas être belle. C'est pourquoi j'aime taquiner mes élèves en disant, la femme belle, c'est cette femme-là qu'on dit, il faut toy. Mais toy ne signifie pas un mot un peu sexuel, mais toy, c'est le contraire de wow. Wow, c'est mince, toy, am. Donc la beauté aussi, élément de culture, est appréciée différemment. C'est pourquoi celles qui font courir les Africains, à savoir les Bianquais, en Europe, elles ne le font pas, mais elles font fuir les hommes. Mais les femmes dites belles en Occident, nous avons envie d'avoir pitié d'elles. Parce que, culturellement, nous ne les représentons pas de la même façon. Même du point de vue un peu de la morale, en Occident, lorsque quelqu'un, quel que soit son âge, ne dit pas la vérité, c'est naturel. On dit monsieur, papa, maman, monsieur le professeur, vous racontez des balivernes, vous mentez. Ça ne choque pas, ça ne dérange pas. Lié à leur culture. Mais chez nous, nous avons une autre conception un peu de l'âge. Il n'est pas permis, il n'est même pas pensable de dire à son père, à un adulte, vous mentez, lorsque même il était en train de mentir. Tout ça donc c'est un rappel. Ok? Et rappel
petit b. La culture et le propre de l'homme sont très distinctifs. Nous voulons dire quoi? Nous voulons dire par là, il n'y a de culture qu'humaine. Les animaux naissent dans la nature, ils apportent une nature, et du début à la fin de leur existence, les animaux s'adaptent au milieu naturel, aux circonstances de la nature. Ils n'inventent absolument rien. Ils demeurent déterminés par leur instinct, les désirs biologiques. On dit alors, les animaux sont limités, ils sont bornés, ils sont stéréotypés, ils n'évoluent pas. L'homme, par contre, est un être perfectible. Parce que l'homme est perfectible, parce que l'homme est inventif, créateur, il est ingénieux, il a à tout instant tendance à passer du naturel au culturel. Il ne s'adapte pas, il adapte le milieu. Il a des instincts, mais lesquels instincts, il ne les manifeste pas de manière instinctive ou de manière naturelle, mais il les traite de manière culturelle. C'est pourquoi le langage, l'art, la philosophie, la religion, la technique, la morale, l'architecture, le sport, la lutte, la musique, autant d'éléments qui intègrent la dimension de la culture, ne sont que du ressort de l'homme. Les animaux ne chantent pas. On parle même de la chanson de la cigale, mais est-ce que réellement elle avait pour intention de chanter? C'est peut-être un cri qui renvoie un peu à notre chanson. Le perroquet, il dit bonjour monsieur, mais son intention n'est pas de dire bonjour. D'ailleurs, le perroquet ne sait même pas que bonjour c'est bonjour. Donc le bonjour du perroquet, c'est juste un mot, pas un mot, c'est juste un son, du bruit. Mais le bonjour de l'homme est un bonjour parce qu'il est intentionnel, il est conscient et il est volontaire. D'où il n'y a de culture qu'humaine. Et lorsque justement la culture s'acquiert dans le milieu social, on verra alors qu'il n'y a de société qu'humaine, lorsque même certains défendent la thèse d'une société animale. Si la culture est humaine, alors le langage qui est un élément culturel, il est humain. On parle de communication animale. Peut-être un élément sur lequel nous allons venir les prochaines leçons. On parle de communication animale. Mais il n'y a de langage qu'humain. Pourquoi? Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais plus tard nous allons, dans une leçon consacrée au langage, entrer dans ces détails. C'est pourquoi Escobit disait la culture est le trait signalétique de l'homme. Ce par quoi on distingue l'homme de l'animal, c'est moins les dispositions physiques, mais c'est beaucoup plus les dispositions naturelles, les dispositions culturelles. On se rappelle même de l'histoire de Amala et de Kamala, les enfants sauvages. Lucien Malson, Amala, physiquement, était un homme comme Kamala, mais du point de vue comportemental, du point de vue attitude, c'était pas raison. Parce que Amala et Kamala, dès leur naissance, semble-t-il, ont été perdus par leurs parents. Ils ont été recueillis et élevés par des animaux. Donc pendant tout ce temps-là, ils sont restés animaux, ils sont hommes, physiquement, bien sûr, mais du point de vue comportemental, c'était des animaux. Mais dès lors qu'ils sont retrouvés et qu'ils retournent à la société, qu'ils commencent à bénéficier de l'acquis et de l'héritage, de l'éducation, de l'instruction, on a vu que leur comportement a commencé à se distinguer du comportement des animaux qui est resté le même. Donc plus on s'intègre dans la société, plus on acquiert la culture, et plus on acquiert la culture, plus on devient humain. D'où on ne n'est pas homme, on le devient parce que nous avons reçu ce que les autres n'ont pas reçu, c'est l'éducation, c'est d'emblée là la culture. Il n'existe pas un peuple sans culture. On l'avait déjà dit. Et c'est important de le rappeler. Parce que j'avais dit la fois passée que certains s'arrogent
C'est ça qu'on appelle la paternité de la culture. Quand je dis certains, j'avais rappelé les Romains, avec leur grandeur, leur puissance, leur culture, leur arrogance, leurs préjugés, leur condescendance. Ils méprisaient les autres. Ils les traitaient de sauvages, de barbares. Ils leur imposaient même leur religion, leur style de vie. Ils voulaient un peu les civiliser. On se rappelle un peu des rapports entre les Occidentaux et les Africains. Ce qui a fait naître un peu en partie le mouvement littéraire intellectuel qu'on appelle la négritude. À travers la négritude, il fallait montrer à l'homme blanc qu'effectivement, le peuple africain, les Africains ont une culture aussi riche, aussi variée, mais une culture originale qui n'est pas la même que la culture occidentale. C'est vrai, en Afrique, on a des traits de culture, mais des traits de culture dont les significations échappaient aux autres, les Toubabs, les Occidentaux. D'où ils disaient, en Afrique, il n'y a pas de culture. Pour le Toubab, la culture, c'est la boussole. La culture, c'est le gouvernail. Ce sont les armes. C'est l'écriture. Ce sont les cravates. C'est manger à table. C'est se donner des fleurs. C'est écrire des poèmes, des poésies. On se rappelle même de Aimé Césaire qui disait quoi? Nous qui n'avons inventé ni la poudre, ni la boussole. Et quand il dit nous, c'est nous autres Africains. Il est vrai que nous n'avons pas inventé comme les Toubabs la poudre et la boussole, mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas aussi cultivés que les Occidentaux. D'où donc, il n'existe pas un peuple sans culture. La culture, elle est universelle. La fois passée, lors de la dernière leçon, j'avais expliqué les raisons pour lesquelles la culture est universelle. Je demande aux élèves de se reporter à cette édition-là pour plus d'informations par rapport à cela. Je disais donc, la culture, elle est partagée. Et que par conséquent, s'il est arrivé que certains pensent que d'autres ne sont pas de culture, ce n'est pas d'ignorance, ce n'est pas d'égocentrisme. J'avais utilisé le mot narcissisme. Et c'est cela qui est à la base parfois de la xénophobie, de l'ethnocentrisme, parfois même, malheureusement, de l'intégrisme religieux. Parce que le principe ou la philosophie qui sous-tend cet intégrisme, c'est quoi? Chacun pense qu'il n'y a de religion que sa propre religion. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Adhérer à ma religion, adhérer à ma culture, laisser pousser vos barbes, porter des pantalons, ok? Mangez ceci, buvez cela, ne faites pas ceci. N'allez pas à l'école française, beaucoup arabe, sinon vous n'avez plus le droit d'exister, ce qui n'est pas normal. Tout le monde a une culture, tout le monde a sa culture. La culture, elle est universelle. C'est l'une des choses, pour parler comme René Descartes, les bien partagées. Et que par conséquent, il est important de le reconnaître, de reconnaître la culture des autres, de respecter la culture des autres. Ne pas reconnaître la culture des autres, ne pas respecter la culture des autres, ne pas accepter la différence, se jeter dans ce monde-là, les germes d'un conflit. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Si chacun pense être supérieur, meilleur, il a tendance à mépriser, à rejeter. Et si chacun rejette les autres, il n'y a plus de fraternité au plan mondial. Nous devons donc apprendre en nous civiliser à vivre, mais en respectant, en reconnaissant, en admettant nos différences. Mieux, nous devons même vivre et nous enrichir de nos différences. Je me rappelle un jour, j'ai discuté avec un prof de musique, lycée Malexi. On parlait de musulmans et de chrétiens, religion musulmane et religion chrétienne, mais il m'a donné une bonne expression, il m'a donné une bonne boutade. Il m'a dit, mes chers guides, je pense que le mieux à faire entre musulmans et chrétiens, c'est de parler de ce qui les unit plutôt que d'insister sur ce qui les différencie. D'où donc, nous devons voir dans quelle mesure nous devons fusionner, nous enrichir, nous unir, vivre dans la solidarité, plutôt que d'insister sur les choses qui nous différencient. J'insiste, il n'existe pas un peuple sans culte. Il n'y a pas de sauvage. Lors même, chacun pense que l'autre est un sauvage. Je vais tacler nos parents d'Anda.
passe la journée en dehors de là, Saint-Louis, en Wolof on dit dafa yendu àll. Àll, ça signifie pas la brousse. Parce que Saint-Louis était un berceau de civilisation. C'est une chose qu'on leur faisait penser. À part Saint-Louis, les autres sont des indigènes. Saint-Louis, c'est moins des civilisés. Dafa fanaan àll, dafa yendu àll. Mais il n'y a pas d'àll. C'est relatif. Ok? Petit D, les différences de culture n'ont pas une origine raciale. Nous voulons dire quoi? Nous voulons dire ici que si, par exemple, le tubaab, le français, a une façon de manger, une façon de penser, une façon de s'habiller, une façon de raisonner, une façon de se marier, lesquelles façons sont différentes de ce que nous voyons chez les Noirs, cela n'est pas lié à la différence de race. Ce n'est pas parce qu'un tel est de couleur ou de race blanche qu'il porte des costumes, des cravates, des vestes, et que l'autre est un noir, qu'il porte des kayas, des farombas et autres, que l'autre est un Médien, qu'il porte un peu des caleçons, des plumes sur la tête. Non. Non. La preuve, allez aux États-Unis, vous allez trouver un Barack Obama, un George Bush, un noir et un blanc, racialement différents. Mais culturellement, ils sont les mêmes. D'où donc, il ne faut pas verser dans ce racisme-là qui consiste à dire que justement, c'est parce qu'il est noir qu'il est émotif. C'est parce qu'il est blanc qu'il est réfléchi. Il ne faudrait pas penser que l'intelligence, la propreté, la bonté, la ponctualité sont des valeurs culturelles propres à une culture. Chez nous, malheureusement, au Sénégal, en Afrique, lorsque vous préparez un bon plat de beefsteak, vous n'avez pas de bouteille. Lorsque vous êtes ponctuel, respectueux de l'heure du rendez-vous, on dit je faut tout baver. Lorsque vous êtes propre, vous ne voulez pas vous salir les mains, vous ne voulez pas aller chez quelqu'un sans prendre rendez-vous, on dit il est tout là, il faut tout baver. Ce n'est pas parce qu'on est français qu'on est ponctuel. Ce n'est pas parce qu'on est de race blanche qu'on est propre. Ce n'est pas parce qu'on est de telle race qu'on est ici pour cela. Les traits comportementaux, les traits moraux, les traits culturels, les valeurs n'ont rien à voir avec la race. C'est pourquoi, autant vous trouvez des idiots dans telle race, autant vous en trouverez dans telle autre race. Autant il y a des criminels dans cette race, autant il y en a d'autres dans d'autres races. Dans toutes les races, il y a des idiots et des criminels. Dans toutes les races, il y a des bons et des mauvais, des méchants, des gentils, des gentils. D'où donc ne pas verser dans ce racisme. La culture n'a rien à voir avec la race. La preuve, nous autres au Sénégal, généralement nous sommes de race noire. Mais vous nous voyez, le vendredi, nous sommes des Marocains. Nous sommes des Marocains. Le samedi, nous sommes des Toubabs. Le dimanche aussi. D'ailleurs, à l'époque, on ne mangeait même les beefsteaks, les poulets rôtis. On ne les mangeait que les samedis et les dimanches. Aujourd'hui, c'est samedi soir. Tout le monde va chez Fatimata pour y faire quoi? Pour manger du poulet rôti. Parce que manger à table par les Français, c'est plutôt un peu trop poussé. C'est trop. Chez nous, quand vous entrez sans pas taper la porte. Hein, c'est quoi ces manières-là? Espèce d'Africain, hein, indigène. Non. Mais taper à la porte, c'est quelque chose qu'on doit acquérir par éducation. Ce n'est pas trop. Il est vrai que chez les Touaregs, on insiste sur ces choses-là. Mais reconnaissons que les différences de culture n'ont pas une origine raciale. Et justement, j'ai dit, elles ont comme fondement, est-ce un fondement, le milieu, l'époque, les circonstances, le génie créateur de l'homme. Oui, c'est parce que nous n'évoluons pas, nous ne vivons pas dans le même milieu, que parfois nous n'avons pas la même culture. Je disais à mes élèves que dans le désert mauritanien,
le berbère, le nomade, le touareg. Mais il ne peut s'habiller autrement, sinon avec son turban. Avec son turban. Il ne peut pas vivre dans un autre endroit, sinon sa tente, son lutte. Il ne peut pas manger autrement, sinon seulement à sa manière. Parce que dans ces milieux-là, comme le disait Jean-Jacques Karl Marx, c'est le milieu qui détermine l'individu. C'est pourquoi je vais taquiner un peu nos parents là, Naria Salte, bon ça va bon seulement seulement ça signifie quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il est sale. Parce que là où le nan évolue, il y a des problèmes. Il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a même pas assez d'eau pour manger, pour boire. Il n'y a même pas assez d'eau pour préparer le repas. Mais comme il n'y a pas assez d'eau, on ne peut pas se permettre à tout instant de prendre une douche, se laver. Et lorsqu'on est une semaine, 2 semaines sans se laver, on finit par être sale. Et si on évolue dans ce carcan-là, ça devient une habitude. Finalement, on dit habituellement, naturellement, de façade. Non. C'est circonstanciellement que Nard est ça. En tout cas, mais c'est juste, c'est pas méchant quand nos parents élèvent Nard. Qui ne sophistique pas comme ce que j'ai dit là. C'est pas méchant. Ok? C'est pas que moi-même, je suis un peu Nard de par ma grand-mère maternelle, Aminata Diagnore. Tout le monde le connaît. Ok? Mais c'est circonstanciellement. Ce sont les circonstances, les milieux dans lesquels il évolue qui expliquent ça. On ne peut pas, dans ces milieux qu'on appelle le désert, mais porter ces chaussures-là qu'on appelle les boupontus, les tchap, pour parler comme les filles. Donc si vous faites le tchap là, vous n'allez pas faire le simpi. C'est pas possible. Donc dans ces milieux-là, il y a trop de sahara. On ne peut pas construire des latrines. À défaut de pouvoir construire des latrines, parce que chaque fois il y a des monticules de sable, pour faire ses besoins, on se cache quelque part, on creuse un petit trou, on verse la chose, ensuite on ensevrit. Et au lieu de se rincer avec de l'eau, on prend une petite pierre, un petit bout de papier, ou peut-être un morceau de bois, on se rince un peu. Un peu comme les trappes. On dit que les trappes sont sales parce qu'ils vont aux toilettes, ils prennent du papier hygiénique en bas de se laver les mains. Eux-mêmes disent que nous sommes sales. Comment peut-on prendre la main et mettre ça dans la salle? C'est relatif. Mais question de milieu, question d'éducation, question de philosophie, question de conception du monde. Ok? Et justement, c'est l'époque aussi. Parfois, c'est l'époque. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère un peu de la parité, à l'ère un peu des droits de la femme. Nous sommes à l'ère de la communication. Nous sommes à l'ère de la compétition et de la compétitivité. Par conséquent, on ne peut pas, dans ce contexte-là, avoir la même culture que celle que nos parents avaient il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Ce n'est pas possible. Il y a 200 ans, 300 ans, ce n'était pas possible, justement, que des femmes et des hommes partagent le même milieu, que des femmes puissent prendre la parole et même diriger les hommes comme Aminata Mbengue aujourd'hui, comme l'avait fait Aminata Touré. Ok? Ce n'est pas ça. Pourquoi? C'était l'époque. Mais aujourd'hui, on ne vit pas dans la même époque. On a évolué. Et parce qu'on a évolué, les mentalités, les besoins, les cultures ont changé. Et je dis les circonstances. Les circonstances aussi. Cela me rappelle un peu Jean-Paul Sartre. L'homme n'est pas, il devient, parce que l'homme est un être en situation. Il évolue en fonction du milieu, de l'époque, des circonstances et de d'autres paramètres. Voilà. Mais fondamentalement, on peut dire que le milieu, les circonstances et l'époque sont fondamentaux, mais ce n'est pas les 3 éléments essentiels. Parce que les animaux peuvent changer de milieu, de circonstances, d'époque, mais c'est toujours la même situation comportementale. Si donc l'homme est capable de changer, c'est parce que 1, l'homme est perfectible, 2, parce que l'homme est un génie créateur. L'homme est un être capable de créer à l'infini des choses différentes. Voilà pourquoi, dans le même milieu, dans les mêmes circonstances, dans la même époque, les hommes peuvent avoir des traits de culture qui sont différents. Aujourd'hui, dans une société, vous voyez des musulmans, des chrétiens, des animistes. Dans une même société, vous voyez ceux qui s'habillent en ibadou, ceux qui s'habillent en italien, ceux qui s'habillent en boule de foot. Ok?
Vous voyez qu'avec les circonstances, les Yassine, les Marichou, laissent tomber les pantalons, les jeans serrés, et regardez-les, elles sont très bien, machallah, elles sont habillées autrement. C'est sur la circonstance. Après, rebondir les pantalons et autres. Voilà après pour le petit D. Petit F, l'homme est naturellement. Avant ça, c'est le petit E, je saute un peu. Okay? Il n'existe pas une hiérarchie entre les cultures. Nous voulons dire quoi? Nous voulons dire justement que toutes les cultures se valent. Il n'y a pas de culture moderne, de culture archaïque. Il n'y a pas de culture supérieure, de culture inférieure. Il n'existe que des cultures différentes. Différentes en fonction des milieux, des circonstances, de l'époque et des hommes. Il n'y a pas de hiérarchie entre les cultures. Cela signifie quoi? Que la conception de l'amour, la conception de l'amitié des Occidentaux n'est pas supérieure à la conception de l'amour, de l'amitié des autres cultures. À chacun, dans son milieu, par rapport à ses attentes, ses propres conceptions. Il n'existe pas une hiérarchie entre les cultures. Cela signifie pas quoi? Cela signifie que justement, nous devons donner le même respect à toutes les cultures. Nous devons traiter toutes les cultures avec la même déférence, avec le même égard. Parce que toute culture, je l'avais dit, est un ensemble de réponses techniques, matérielles, scientifiques, morales, intellectuelles, philosophiques, scientifiques, par rapport à des questions d'un milieu, de quelques hommes, d'une époque et d'une circonstance. D'où donc, on ne doit pas classer les cultures par hiérarchie avec une échelle de valeur. D'où donc, la beauté telle que conçue par le droit n'est pas plus belle ou plus importante, plus proche à la réalité que la beauté conçue par les autres. À chacun sa beauté. Cela nous rappelle un peu un texte de Blaise Pascal, une citation qui disait quoi? Vérité en deçà des Pyrénées et erreur au-delà. À savoir, une chose peut être belle ici, une chose peut être acceptée ici, mais la même chose peut ne pas être belle ou acceptée ailleurs. Chose à savoir, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle les complexes ou le complexe d'infériorité. Chacun doit être fier de sa propre culture. Et cela nous rappelle un peu les propos de Léopold Sédar Senghor. Il faut toujours commencer par s'enraciner. Commençons toujours par être nous-mêmes. Commençons toujours par assumer ce que nous sommes. Ça nous rappelle Aimé Césaire. Il disait quoi? Mais il faut retourner à soi, à notre authenticité, dans le cahier de route au pays natal. Ça nous rappelle un peu le texte de Alex Allais. C'est pas Alex Allais, c'est, j'ai oublié même le nom, c'est Alex Allais. Il disait quoi? C'est pas Alex Allais, c'est le texte qu'on appelle Route ou Racine. Il disait quoi? Nous devons retourner à la source. Nous devons retourner à la source. Mais le retour à la source ne signifie pas s'enfermer, se barricader, se limiter à sa propre culture. Il faut valoriser sa culture, mais il faut aussi apprendre à s'ouvrir aux autres cultures, apprendre dans les autres cultures ce qui manque à notre culture. C'est ça qu'on appelle le brassage, le syncrétisme, l'enfermement, l'enracinement et l'ouverture. Il faut savoir être soi-même, mais il faut aussi apprendre à être les autres, prendre ce que les autres ont de bien. Il n'existe pas une hiérarchie entre les cultures. Cela signifie quoi? On ne doit pas sous-estimer, on ne doit pas mépriser une culture donnée. C'est parce que cela existe qu'il y a des problèmes. Aujourd'hui, nous le voyons, au plan religieux,
il y a problème. Parce que certains pensent que leur religion est supérieure. Nous voyons ça à travers l'ethnocentrisme. Une ethnie donnée a tendance à s'arroger tous les droits, tous les pouvoirs et à mépriser les autres. Et au plan social, au plan politique, ça va poser des problèmes. Dans certains pays comme la Guinée, on a vu quelque part que les Mandingues, les Mandingos s'estiment beaucoup plus supérieurs aux autres. C'est pourquoi ils confisquent le pouvoir, ils rejettent les poulards. Et c'est un problème. On a vu en Inde, il y a une catégorie d'hommes qu'on appelle les intouchables, comme leur élit le nom, les intouchables, ils sont rejetés. Parce qu'ils ont des traits de culture qui ne sont pas les mêmes que celles des brahmanes, des vashikas. Et ça pose des problèmes. Il faudrait donc rompre avec cette idée, cette préjugé selon laquelle je suis plus cultivé que les autres. Je suis meilleur que l'autre. Il n'existe pas de meilleur. Ou du moins, le meilleur, c'est celui qui sait que nul n'est meilleur. Que nous tous nous valons et que nous tous nous avons des choses à prendre et des choses à donner. C'est dans ce sens-là qu'il faut intégrer un peu ce projet senghorien du donner et du recevoir, du métissage culturel. Ok? F, l'homme est naturellement culturel et culturellement naturel. Ça signifie quoi? Que l'homme, de par sa nature, est un créateur de culture. L'homme est naturellement un animal fabricateur, créateur de culture. Cela nous rappelle un texte de Georges Bataille qui disait quoi? L'homme est le seul animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel, qui le nie. Et en niant le naturel, l'homme invente la culture. L'homme est animal, mais tout son comportement consiste un peu à nier cette animalité-là. L'homme est venu au monde nu, c'est naturel, mais il a essayé d'inventer ce qu'on appelle le fait l'habillement, c'est culturel. L'homme est venu avec des mains fragiles, c'est naturel, il est naturellement fragile, mais pour dépasser cette fragilité-là, l'homme a inventé des outils, des machines, des appareils. L'homme est naturellement démuni, mais culturellement, il est fort, il est supérieur aux autres animaux. D'où donc, l'homme est le seul être qui, par sa nature, est capable de créer la culture. Et cela nous rappelle aussi un texte d'Aristote, qui disait quoi? L'homme est par nature un animal social. Par sa nature, l'homme ne peut évoluer que dans la société. La société est une invention, elle est culturelle. Cela nous montre quoi? L'homme, par nature, a besoin de vivre dans la société. D'où donc, il est de la nature de l'homme de passer du naturel au culturel. Il est de la nature de l'homme de dépasser le donné naturel pour accéder aux données culturelles. C'est ce que nous apprend ici le musulman. Toujours, le moi, il est naturel, mais on lui apprend à lire, on lui apprend à manger, on lui apprend à s'habiller, à penser. Cet apprentissage-là nous fait passer du naturel au culturel, de l'animalité à l'humanité. Donc, par sa nature, l'homme est un animal fabricateur de culture. C'est qu'on dit l'homme est naturellement culturel. Mais on a dit, il est culturellement naturel. L'homme a des désirs naturels, mais ces désirs naturels ne sont pas satisfaits de manière naturelle. L'homme a des instincts, mais il ne satisfait pas ses instincts de la même façon que les animaux. La procréation, elle est naturelle, elle est issue d'un désir naturel, mais la procréation se fait par un mécanisme culturel, le mariage. Il y a une manière de faire la chose. Dans même la religion musulmane, on ne tombe pas comme on veut avec sa femme. Il y a un rituel, un cérémonial à faire, des prières, des libations à faire. Et il y a une façon même de faire la chose. Mais chez les animaux, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule façon, et cette façon est dictée par le côté naturel. J'ai envie, c'est l'envie qui me dicte ma façon de faire. Chez l'homme, l'envie est là, il est naturel, mais l'envie ne se fait pas de manière naturelle, se fait de manière culturelle. Manger est naturel, mais il y a une manière culturelle de manger. D'où donc, l'homme est naturellement culturel et culturellement naturel. Et le culturel s'enracine dans le naturel.
D'où donc, comme je disais tout à l'heure, les deux ne peuvent pas être dissociés. Dans le naturel, il y a du culturel, et dans le culturel, il y a du naturel. D'où donc la déclaration de Edgar Morin, l'homme est un être bio, très d'union, culturel. Bio, naturel, culturel, c'est culturel. Okay? Et pour le petit G, les différences de culture n'impliquent pas une différence du genre humain. Il est vrai que culturellement, nous sommes différents. Les uns prient comme le chrétien, les autres comme les musulmans. Il est vrai que les uns, comme nos parents Bambara, quand ils mangent, ils mettent la main comme belle, ok? Ils avalent, ils bouffent. Les autres, comme nous autres, Wolof, nous mangeons comme nous autres mourir de manière raffinée. De manière raffinée. C'est une façon de taquiner les élèves, bien sûr. Ok? Donc, on ne s'habille pas de la même façon. On ne mange pas de la même façon. Les uns sont polygames, les autres sont monogames. Les uns sont ainsi, les autres sont autrement. Par rapport à ça, nous voyons quoi? Les différences de culture diffèrent les hommes. Nous nous distinguons, nous nous différencions parce que nous n'avons pas la même culture. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un vous dit un tel est un art, un tel est un truc. Pourquoi? Parce que les traits de culture ne sont pas les mêmes. Un tel est un musulman, un tel est un chrétien. Pourquoi? On n'a pas les mêmes comportements. D'où donc, culturellement, nous sommes différents. Mais est-ce que c'est parce que culturellement nous sommes différents que cette différence de culture implique qu'au plan humain, nous sommes différents? Non, on n'est pas différents. Parce qu'on est hommes et on est tous hommes de la même façon. D'où, parce que nous sommes des hommes, nous sommes tous capables de sentiments. Nous sommes tous capables d'être en colère, de tomber amoureux, de connaître la peur, de connaître la fatigue. Nous tous, nous partageons la condition humaine d'être mortels, de vouloir l'immortalité. Nous tous, nous partageons la condition humaine de vouloir nous conserver, de vouloir l'éternité. Nous tous, nous partageons la condition humaine de vouloir parler comme Jean-Jacques Rousseau, conserver notre vie, nos membres, notre force. Que par conséquent, que l'on soit Maure, que l'on soit Diola, que l'on soit Sérère, peu importe, l'essentiel est que nous partageons la même condition humaine. Nous appartenons de la même façon au même genre humain. Ce n'est pas parce que vous êtes Sérère que vous êtes plus homme ou moins homme que le non-Sérère. Que vous soyez Sérère ou autre, que vous soyez Mouride ou Tidiane ou Khad ou Laye ou autre, nous sommes tous appartenant aux membres à part entière du genre humain. Dans le Coran, Dieu disait voilà, Bani Adam. Autrement dit, nous tous, nous sommes issus du genre d'Adam et d'Ève. Nous sommes issus du couple adamique. Lorsque le prophète Jésus-Christ est mort sur la croix, mais il n'est pas mort pour les uns ou pour les autres, il est mort pour le Fils de l'homme. Lorsque on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce n'est pas homme par rapport au français ou par rapport au latin, mais homme c'est par rapport au genre humain. C'est par rapport à l'homme, l'homme par rapport au genre humain. Lorsqu'on dit l'homme, on ne parle pas de l'homme par rapport à sa culture, mais l'homme tout simplement parce que c'est un être humain, un être doué de raison, capable de volonté, de sentiment, un être perfectible, un être qui est fait à l'image de Dieu. D'où, culturellement nous sommes différents, mais humainement nous appartenons au même genre. Les différences de culture ne peuvent pas être un facteur de division du genre humain. C'est vrai, les différences de culture nous divisent, et nous divisent en termes de comportement, en termes de projet de vie, mais elles ne nous divisent pas en termes d'appartenance au genre humain. Nous tous, c'est le même genre, mais le même genre qui a des cultures qui sont opposées. C'est comme un arbre. C'est le même arbre, mais il y a des branches, des ramifications. Les branches, les ramifications, ce sont les cultures et les civilisations. Mais l'arbre en tant que tel, c'est le genre humain. C'est le genre humain qui est identique, qui est unique, mais qui a des ramifications et des branches. Ce sont les cultures et les civilisations de façon générale. Et H, la culture est ce qui nous rend à la fois semblables et différents. Ça revient à G. Ça revient à G. La culture est ce qui nous rend semblables, oui,
Parce que je l'ai dit, la culture est le propre de l'homme. La culture est ce qui distingue tous les hommes des animaux. La culture nous rend semblables parce qu'il n'existe pas un seul être humain qui n'a pas créé la culture. La culture nous rend semblables parce que tous les hommes sont naturellement culturels et culturellement naturels. Mais elles nous rendent différents, c'est vrai. Nos différences, en général, c'est parce que nous n'avons pas la même culture. On a tous une culture, en cela on est semblable. On n'a pas la même culture, en cela on est différent. Mais les différences n'impliquent pas le rejet de cette ressemblance-là. Nous sommes tous humains, nous sommes tous doués de bon sens, nous sommes tous quelque part animés par un certain nombre de problèmes ou de projets de vie qui sont les mêmes, mais au plan culturel, on peut être différent. Ça, c'est une explication. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase de notre affaire. En espérant, bien sûr, que je n'ai pas été très bref et que les élèves ont bien perçu notre message. En tout cas, c'est notre prière. Ok? C'est bon. Aujourd'hui, le tableau est intelligent. Il est docile, doux. Il n'est pas rebelle. Heureusement pour lui. Permettez-moi de prendre mon truc là. C'est bon. Maintenant, sujet 1. Peut-on rester culturellement nous-mêmes face à la mondialisation? En d'autres termes, est-ce que, malgré la réalité de la mondialisation, malgré l'impact de la mondialisation, malgré les effets positifs comme négatifs de la mondialisation, il est possible à un homme de rester tel qu'il a été avant l'avènement de la mondialisation. Ce que nous voulons dire par là, est-ce que la mondialisation, quelque part, n'a pas fait en sorte qu'il y ait mutation, heureuse ou malheureuse, positive ou négative, au plan culturel, en ce qui concerne l'homme? Autrement dit, aujourd'hui, avec la mondialisation, est-ce possible pour le Wolof d'être Wolof absolument, totalement, authentiquement, comme l'avaient été ses parents avant l'avènement de la mondialisation? Est-ce que la mondialisation n'a pas produit en moi des changements positifs comme négatifs? Est-ce que aujourd'hui la mondialisation n'a pas transformé l'homme que nous avions été? Mais avant de répondre à cette question-là, voyons d'abord qu'est-ce que la mondialisation? Je ne parle pas de la mondialisation comme M. Lo, mon doyen, mon frère et professeur d'histoire-géographie. Je ne parle pas de la mondialisation comme l'aurait fait M. Cheikh Tidiane Dia, grand professeur d'AG à Lens. Mais je parle de la mondialisation justement en tant que professeur de philosophie. Et je dis, quand vous entendez le mot mondialisation, vous avez le mot isation, germination. Ça signifie quoi? Ici, il y a une évolution, il y a un processus, il y a un mouvement de A vers B. Mais évolution, processus, mouvement, je vais même parler comme égal. Il y a dialectique. Dans la dialectique, on se rappelle, il y a mouvement. On part de la thèse à l'antithèse, de l'antithèse à la. Il y a évolution, il y a mouvement. Mais dans la dialectique, il y a dépassement et conservation. On dépasse la thèse, mais on ne rejette pas la thèse. On dépasse la thèse tout en conservant quelque chose dans la thèse. Donc lorsqu'on dit mondialisation, on pense à évolution, à processus, à mouvement, à dialectique. Mais évolution par rapport à quoi? Ou dans quoi? Évolution dans notre manière. Dans notre manière, on va dire, d'être. Dans notre manière d'être.
Évolution dans notre manière de voir. Évolution dans notre manière de vivre. Évolution, on va en dire dans toutes choses. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette évolution-là? Ce qui est à la base de cette évolution, c'est quoi? Mais le monde a connu des choses qu'il n'avait pas connues. Le monde a connu quoi? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un développement. Un développement des technologies de l'information et de la communication. On disait même les NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elles ne sont plus nouvelles, on dit maintenant TIC. Et quand on dit les TIC, on pense à Internet, on pense aux réseaux sociaux, Facebook, on pense à YouTube, on pense à Twitter et autres. Et justement, cette évolution-là et cette création des TIC-là, quelque part, a apporté des choses dans la vie. Qu'est-ce que ça a apporté? Ça apporte un peu un rapprochement. Un rapprochement entre les peuples, entre les civilisations, entre les cultures. C'est vrai. Aujourd'hui, vous êtes en train de me filmer. Mais le même film, il est suivi partout, ou peut être suivi partout dans le monde. Partout dans le monde. Il ne suit pas seulement un film, une image, mais il suit aussi quoi? Il y a un partage des idées. On divulgue des images, on divulgue des idées, on divulgue des valeurs, on divulgue des messages. Donc on parle ici du rapprochement, de la relation. Lequel rapprochement, laquelle relation facilite ce qu'on appelle l'échange. L'échange, d'où chacun est en contact avec les autres. Mais aujourd'hui, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle le développement des réseaux ou peut-être des infrastructures de transport. Aujourd'hui, je peux quitter Thiès à 8h, à 8h30, je suis à Dakar. Je peux quitter Thiès à 8h, à 9h, je suis à Touba. Ça facilite donc quoi? Le transport des personnes, la circulation des personnes, des biens, des produits manufacturés. Il y a l'avion, il y a les bateaux. Ça signifie donc quoi? Aujourd'hui, on vit dans un nouveau monde, un monde dans lequel, justement, de part et d'autre, il y a une circulation des personnes, des biens, des civilisations, des produits manufacturés, des philosophies, des idéologies. Et justement, je dis de part et d'autre. Quand je dis de part et d'autre, c'est chacun donne, mais en même temps chacun reçoit. Et par rapport à cette dynamique-là, chacun donne, chacun reçoit, nous constatons quoi? Nous constatons justement la naissance qui est en train de se faire de quoi? D'une civilisation de l'univers universel. La même civilisation, la même trait de culture est en train de se répandre un peu partout dans le monde. On parle de l'universalisation de cette culture-là. Parce que tout le monde donne, tout le monde reçoit via les réseaux sociaux, via les TIC, via les moyens de circulation, de communication et de circulation. Tout le monde donne, tout le monde reçoit. C'est pourquoi, à l'époque, on peut être Wolof et rester Wolof. Parce que c'était un Wolof enfermé en lui-même. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible pour le Wolof, même s'il a le désir de s'enfermer en lui-même, de rester dans ses coutumes et ses traditions. Parce que il y a le Facebook qui nous agresse, qui nous influence. Il y a la télévision, les novelas, les films américains, qui laissent des traces dans notre comportement, dans notre façon de voir. Il y a ce qu'on appelle aussi les produits manufacturés. Je suis un peu, je m'appelle Sambo, mais je ne m'habille plus comme le faisaient mes parents.
J'ai une langue un langage peu, j'ai peut-être une religion de mes parents, l'islam, mais ma façon de m'habiller, parfois même ma façon de construire ma maison, ce n'est plus la même chose que le faisaient mes parents. D'où donc, en résumé, aujourd'hui, à cause ou en face ou du fait de la mondialisation, il n'est pas possible pour un homme de rester culturellement lui-même. Il est vrai que dans le Wolof, il y a toujours le Wolof ou du Wolof, mais ce n'est plus du Wolof à 100%. C'est un Wolof, mais métissé. Un Wolof qui a reçu des influences culturelles autres. La preuve, avec l'influence de la modernité, avec l'influence des autres cultures, il y a une parcelle de notre culture qui a tendance à disparaître. Je dis à nos élèves que ce qu'on appelle le lavan, ou bien ce qu'on appelle la banne, c'est la même chose. La banne ou la vanne, c'est la même chose. C'est un peu ces cérémonies-là qui sont consacrées au lendemain de la nuit nuptiale, mais de plus en plus ces cérémonies disparaissent là. Parce que ce n'est plus up-to-date, ce n'est plus moderne. C'est un peu dépassé si on se réfère un peu à ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, les bagages, les nigaïs, nous ne sommes même pas informés. Monsieur et madame nouvellement mariés se donnent rendez-vous, ils vont à l'hôtel, ils consomment leur mariage, ils restent un certain temps, et quand ils reviennent, il n'y a plus de lavage. Il n'y a plus de mbahalou, je ne sais pas moi, comme le faisaient les femmes. De plus en plus, ça disparaît. Aujourd'hui, de plus en plus, on ne parle plus d'excision, on ne parle plus de cassette. La cassette. Ok? L'épaule, trait de culture qui a tendance à disparaître. Parce que notre style de vie, notre rythme de vie ne nous permet plus de faire ces choses-là. Regardez un peu nos femmes, c'est là qu'on appelle le diamant, le tatouage dans la bouche, ça disparaît. Aujourd'hui, le foudre, le henné disparaît et laisse place à ce qu'on appelle un peu le manucure. Le manucure, c'est juste, vous prenez votre marqueur, vous faites des choses, puis vous laissez passer. Alors que chez nous, ce n'était pas ça. À l'époque, nos mamans allaient au marché avec la calebasse. Comme Bangué du marché, lesquels Bangué du Bobo. Maintenant, Marichou, il y a des marchés, il y a des moussons. Ok? Ce n'est plus la culture africaine. Il est vrai que sa façon de faire le mariage, sa façon peut-être de faire le baptême, et peut-être encore les préjugés et autres sont toujours là. Mais ce n'est plus la Marichou qui ressemble un peu à sa maman. Il y a une différence, une évolution. Et tout cela est dû à quoi? À l'impact de la mondialisation. D'où donc, il n'est pas possible pour un homme de rester lui-même culturellement face à la mondialisation. Mieux, nous allons dire même que la mondialisation non seulement a produit une mutation en nous-mêmes, une assimilation, mais parfois même la mondialisation produit chez certaines personnes ce qu'on appelle un déracinement. Un déracinement. On n'est plus nous-mêmes. Celui que nous avions été a disparu, il est mort. On est autre. On est toi. On est toi. Notre façon de nous habiller, les cheveux naturels, la façon de penser, la façon de se maquiller, la façon de vivre. Monsieur le mari, moi sa femme, notre enfant et notre chien, le doc. On mange à table. Parfois même, on mange au resto. Ok? Donc, la civilisation, la culture qui se dressait autour du bol a disparu. Parce que je vous rappelle, manger autour du bol avec quelque chose de positif. On parle même de la baraka, là c'est métaphysique. La baraka, la bénédiction du père ou de la mère peut se transmettre de façon mystique. Oh. Et c'est pas que cela a disparu, malheureusement, que nous vivons de plus en plus comme des trois. C'est un peu des déracinements. Donc pour me résumer sur ce point-là, la mondialisation était un processus devenu une réalité. Aujourd'hui, on parle de globalisation, on parle de totalisation. Nous vivons le monde comme dans un village planétaire. On parle de village planétaire parce que
chacun est en contact avec les autres. Personne n'est en mesure de se couper avec les autres. Nous sommes en contact parce que, justement, il y a une facilité de circuler avec le développement des transports, les avions, les bateaux et autres. On considère les autoroutes des ponts. Ok? Il y a aussi cela qu'on appelle le développement des types. Le net. Plus personne n'est coupé de l'autre. Il y a les films. Il y a un peu la diffusion des livres. Les magazines. Ainsi, quand moi-même, mouride, avec mon accoutrement mouride, mon martoumé, mon kala, mes chassides, mon café touba, mon bakistan touba, je voyage aux États-Unis, mais je voyage avec ma culture mouride. Et si on est 100 mourides, 200 mourides, 400 mourides, 1000 mourides, mais on a tendance un peu à recréer une communauté mouride. Laquelle communauté mouride va influencer un temps soit peu la communauté autochtone. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit des tubaab, bon teint, des Bakistan Bamba, Bakistan El Hadj Malick. On voit maintenant des tubaab qui mangent des dakhil, qui portent des baylas, qui font les dreads, parce qu'il y a une influence culturelle. Il est tubaab, mais il n'est plus tubaab tel que l'avaient été ses parents. Okay? C'est un tubaab plus quelque chose, l'influence qu'il a reçue. Aujourd'hui, avec la circulation des produits manufacturés, vous voyez nos femmes, elles sont africaines dans le cœur, africaines dans la façon de penser, africaines même parfois dans le comportemental, mais physiquement, elles ne le sont plus. Cheveux naturels, une couleur particulière, la façon de porter les chaussures, l'accoutrement. Quand elles vous dépassent, vous avez l'impression de voir une Françoise, une Agnès, une Francesca, alors que c'est une Khoudia, une Mati. Ok, une Aminata. Les hommes aussi, c'est comme ça. Ils ont subi des influences. Ok, le lait que nos parents nous avaient laissé n'a pas totalement disparu, mais ce n'est plus le même lait. C'est un lait plus quelque chose. Nos parents nous ont légué, mais les autres aussi nous sont donnés. Je vous l'appelle, c'est le donner, mais et le recevoir. Et lorsque nous recevons plus que ce que nous donnons, ma foi, on est déraciné, on est perdu. Et c'est ce qui est en train d'arriver. En Afrique, la plupart ou l'essence de notre patrimoine culturel a tendance à disparaître. Les femmes ne peuvent plus porter des pailles. Elles marchent difficilement avec des pailles. Elles peuvent difficilement faire des foulades de tête. Il y a des plats typiquement africains, c'est même ignoré. Ok? Il y a des pratiques, comme je l'avais dit, les ndeup, les labanes, ça a tendance à disparaître. Les ndawrabine, tout ça, ça disparaît. Parce que nous avons été tellement l'autre que nous-mêmes, nous ne sommes plus ce que nous avons été. Et en cela, il y a un problème. Voilà donc par rapport à ce sujet-là. Je rappelle aux élèves que je ne fais que des suggestions, j'indique des pistes de réflexion, je donne quelques éléments. Mais un débat philosophique n'est jamais clos. Libre à vous. Et je vous exhorte dans cette direction-là à ouvrir vos cours, à faire des recherches. Et nous nous prenons rendez-vous au retour dans les classes, dans les conférences, pour approfondir. Et peut-être même dans les facultés, Inch'Allah. Et voilà aussi un autre sujet. On dit, existe-t-il une nature humaine? Peut-on attribuer à l'homme une nature qui est propre à tous les hommes? Tant s'il y a liste. Les deux thèses s'opposent fondamentalement. C'est comme entre un homme qui marche la tête en bas, les pieds en l'air, et un homme qui marche de façon normale. C'est différent. C'est ça un peu la différence. Et il y a ce qu'on appelle la thèse, on peut dire, des matérialistes. Les deux thèses ne sont pas les mêmes, mais ne sont pas différentes quand même. Prenons d'abord la thèse des matérialistes. C'est un peu la thèse développée par des gens comme des philosophes comme Karl Marx. Karl Marx dit quoi? Ma foi, il n'existe pas pour un homme, pour aucun homme, cela qu'on pourrait appeler une nature. A fortiori même, une nature humaine universelle. Pour lui, il n'existe pas une nature humaine
indépendante, isolée, abstraite, qui n'a rien à voir avec les rencontres, la trajectoire historique, j'allais même dire les conditions matérielles des hommes. Pour lui, il n'existe pas une nature humaine parce que l'homme est un être dont la mentalité, dont les goûts et préférences, je vais même dire les choix, l'homme est un être dont les comportements, l'homme est un être dont, on peut dire, l'être n'est pas absolu, n'est pas définitif, mais évolue, change, dépend de quoi? De plusieurs facteurs. Et parmi ces facteurs, il dit il y a le milieu. Le milieu. Tantôt je l'ai dit. Il n'est pas de la nature du Touareg, du Berbère qui vit dans le milieu, dans le désert montagneux. Il n'est pas de sa nature d'être sale, de s'habiller comme ça. S'il jette ses salives partout, s'il reste longtemps sans prendre une douche, cela n'est pas dû à sa nature, ni à lui, ni aux autres. Mais cela s'explique par le milieu, les circonstances dans lesquelles il se trouve. C'est ce milieu-là qui a fait de cet homme tel qu'il est. Mais ce que cet homme est ainsi, il ne le sera pas toujours. Car si le milieu, si les circonstances changent, le même homme pourra changer. Et lorsqu'il y a changement, on ne parlera pas de nature humaine. Parce que ce qui est naturel, je vous l'avais dit, tantôt dans mon rappel, c'est ce qui est constant, ce qui ne change pas. Mais tout ce qui change n'est pas naturel. Il est autre chose. D'où donc, c'est le milieu qui détermine l'individu. La preuve, vous allez dans un milieu qu'on appelle mosquée, qu'on appelle église, qu'on appelle synagogue. À l'intérieur, on voit des gens qui sont tous polis, calmes, respectueux. On va même dire pieux. Regardez l'église, à l'intérieur. Regardez la mosquée. Les gens sont calmes. Ils font semblant d'être sérieux. Mais l'image qu'ils dégagent à l'intérieur de ces lieux de culte, ce n'est pas forcément ce qui est naturel en eux. La preuve, certains comme moi, dès qu'ils sortent, ils changent de comportement. Ils commencent à crier, à insulter, à taper les femmes, à faire autre chose. Donc c'est le milieu. Vous prenez l'élève en classe, mais on dit à ma place, les mains sur la table, je suis sage. C'est le milieu. Mais dès que la sirène sonne l'heure de la récréation, c'est le tohu-bohu, le brouhaha. C'est un vacarme assourdissant, personne n'entend. C'est le bruit. Donc le milieu détermine parfois la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de regarder. C'est le milieu. En Antarctique, dans le climat, au pôle polaire, nous avons vu que justement les gens, ils ont l'habitude de manger des aliments gras, beaucoup de graisse. Ils prennent des boissons chaudes et avec l'habitude de prendre des boissons chaudes, ils finissent par devenir accros. C'est le milieu. On ne dit pas qu'ils aiment naturellement la boisson chaude, mais avec ce milieu trop chaud, ils sont obligés parfois de se réchauffer le corps. C'est le milieu. Et le milieu, ça peut être le milieu physique, ça peut être le milieu social, ça peut être le milieu professionnel. À la banque, dans les banques en général, lorsque les gens partent travailler dans les banques, vous les voyez. Chemise longue ou courte, bouton bien boutonné, cravate. Et parfois même, ils dégagent un comportement qui n'est pas naturel en eux. Une fois sorti de la banque, mais il devient autre. On n'est pas de la même façon à l'école, dans la rue et à la maison. C'est le milieu. Mais ce n'est pas seulement le milieu, mais il y a ce qu'on appelle aussi
la position ou le statut qui est occupé par l'individu dans le milieu. En classe, c'est le même milieu, mais nous voyons que les élèves et le professeur n'ont pas les mêmes traits comportementaux. Le professeur a un comportement en statut de professeur. Il ne mange pas comme les élèves. Il ne parle pas comme les élèves. Il ne s'habille pas comme les élèves. C'est sa position dans le milieu. Il incarne quelque chose. L'imam, dans le quartier, tous les imams, vous les voyez, ils sont très cérémonieux, très solennels. Salam alaikum. Mais est-ce qu'ils sont naturellement comme ça? Non, ils ne le sont pas naturellement. Mais en vertu de leur position d'imam, ils sont obligés de prendre un vêtement d'imam, de prendre une envergure d'imam, de parler comme des imams. Mais il y a pas, quelque part, quelque chose de naturel chez eux. Voyez les marabouts. C'est pas méchant. Tous les marabouts, ça sort de la même façon. Vous avez compris? Avec un air pompeux. Et il y avait là. Salam alaikum. Tu as compris? Parlez doucement. Marchez doucement. Mais de l'autre chez eux, mais ils sont autres. Et parce qu'ils sont autres du milieu et chez eux, c'est parce qu'il n'y a rien de naturel. C'est de l'artificiel. C'est pourquoi pour Karl Marx, il n'existe pas une nature humaine. L'homme n'est ni bon, ni naturellement bon, ni naturellement mauvais. L'homme n'est pas naturellement propre, encore moins naturellement sale. On disait, oui, le Sénégalais, il est naturellement gentil. Il est naturellement, il a peur du sang. C'est pas vrai. Aujourd'hui, vous entendez. Chaque fois, il a tué, il a violé, il a égorgé, il a coupé les mains, il a versé de l'huile. On a vu ce qui s'est passé entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce sont des Sénégalais qui ont tué. Parce que, justement, les circonstances ont déterminé le comportement des Sénégalais. Le même homme, il peut être gentil tant que les circonstances sont là. Mais quand les circonstances changent, il change. Et on dira en l'offre, bête gamin. Non, vous me la bête. C'est parce que Khamolo dit, n'est pas comme ça. C'est pourquoi on dit, en chaque homme, mais il y a plusieurs hommes. En chaque homme, il y a l'animal, mais il y a l'humain. Il y a le méchant, il y a le gentil. Il y a le sale, il y a le propre. Il y a le monstre, mais il y a aussi le sentimental en chaque homme. Mais tout cela se manifeste en fonction du milieu. L'éducation que nous avons reçue, le milieu physique dans lequel nous évoluons. Le milieu, c'est un peu l'époque. C'est pas l'époque, c'est un peu le climat. Parce que le climat aussi peut déterminer ma façon de me comporter, ma façon de parler. La position dans le milieu, mais aussi la situation économique. Même nos rêves, souvent sont déterminés par notre situation économique. Quand on est milliardaire, mais on ne rêve pas d'avoir de l'argent. Mais quand on est pauvre, il y a des rêves pour le pauvre. Rêver avoir de l'argent. Rêver peut-être avoir un bol de poulet rôti. Rêver avoir une caisse de pommes. Mais le milliardaire ne rêve pas de ces choses-là. Même nos rêves sont déterminés par ces choses-là. Donc, pour Karl Marx, l'homme n'a pas de nature. Aucun homme n'a une nature. Tout ce que nous voyons en l'homme n'est pas naturel, mais tout est artificiel. Et tout dépend de plusieurs facteurs. Et parmi ces facteurs, il y a même l'histoire. Quand je dis histoire, c'est un peu le passé que j'ai vécu. Le passé que j'ai vécu. Parfois, il y a des gens qui sont devenus impassibles, que rien ne perturbe. Pourquoi? Parce que dans un proche ou lointain passé, ils ont eu à vivre une situation déplorable, tragique. Ce qui a fini un peu par les former, par les changer, les transformer en sentimentaux ou les transformer en monstres, en être insensibles. Celui qui a échappé à l'événement de bateau de Viola, celui qui a échappé à un autre événement, celui-là, ma foi, il a un cœur aguerri. Celui qui a perdu toute sa famille, celui qui a été à la guerre, qui a tué, qui a vu des gens tués de toutes les mêmes manières, mais celui-là, aujourd'hui, il a un comportement. Ce comportement-là n'est pas réellement son comportement, mais c'est un comportement déterminé par l'histoire qu'il a vécue. Un autre qui n'a pas vécu la même histoire
n'a pas forcément le même comportement. Donc nos comportements, nos façons de penser, nos façons de faire, d'agir sont liés parfois à ces facteurs-là. Ma situation économique, le milieu, la circonstance, ma position dans le milieu, l'histoire que j'ai vécue, l'éducation bonne ou mauvaise que j'ai reçue, les déceptions. Il y a des hommes, lorsque vous dites mariez-vous, jamais, cherchez une copine, jamais. Pourquoi? Parce que dans le passé, tout ce qui leur a fait mal est en rapport avec la femme. De telle sorte qu'ils en finissent par avoir le dégoût de la femme. Il y a des femmes qui disent mariage, ça va. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui ont été transformées négativement par des hommes dans le cadre du mariage. D'où donc, l'homme n'est pas un être à qui on peut attribuer une nature. L'homme n'est pas une constante. L'homme est un variable. Variable en fonction des éléments que j'ai eu de vous dire. D'où donc on parle du matérialisme de Jean de Karl Marx. Et nous avons aussi la thèse de qui? La thèse des existentialistes, parmi lesquels il y a Jean-Jacques Rousseau, existentialiste. Ils disent quoi? L'homme n'a pas une nature. L'homme n'a pas une nature, encore moins une nature innée. Aucun homme ne vient en apportant une nature. On ne n'est pas bon, on ne n'est pas mauvais, on ne n'est pas gentil, on ne n'est pas intelligent, on ne n'est pas propre, on ne n'est pas sale. Il dit, lorsque l'homme vient à l'existence, il est comme une virtualité, ou bien un ensemble de virtualité. Un ensemble de virtualité. Autrement dit, on prend un exemple que j'aime donner en classe. Lorsque vous prenez un œuf de poule, l'œuf de poule peut être à nouveau une poule. L'œuf de poule peut devenir mayonnaise. N'est-ce pas, Yacine? L'œuf de poule peut devenir quoi encore? Omelette. L'œuf de poule peut devenir super tard. Mais l'œuf de poule aussi, les femmes ne vont pas me démentir, peut devenir, on va dire, sacrifice. Sacrifice. C'est ce qu'on voit les femmes. Des libations là, et juste là, l'œuf de poule. Ça, c'est du gâchis. Donc, théoriquement, l'œuf de poule n'est rien d'autre, n'est rien de précis. Mais c'est un ensemble de virtualités. Il peut devenir comme il peut ne pas devenir. Et il dit, c'est exactement la même chose pour l'homme, mais pour l'homme à sa naissance. Aucun homme n'est né ceci ou cela. Mais à la naissance, il y a un ensemble de possibilités, un ensemble de virtualités qui sont devant nous. L'œuf de poule, comme l'homme, n'est pas forcément, ne sera pas forcément poule, mayonnaise, omelette, ceci ou cela sur le plat, mais pourrait devenir de la même manière que l'homme. C'est pourquoi on dit là quoi? On ne naît pas, mais on devient. L'homme n'est pas, l'homme devient. L'homme n'est pas naturellement bien, mais il peut devenir bien. L'homme n'est pas naturellement mauvais, il peut devenir mauvais. L'homme n'est pas bien. La nature de l'homme n'est pas d'être bien. Être bien n'est pas la nature de l'homme. Mauvais n'est pas la nature de l'homme. Mais il peut être ceci comme il peut être là, cela. C'est donc variable. Variable en fonction de quoi? Il dit variable en fonction de la situation. Ou des situations. D'où il dit l'homme est un être en situation. Parfois, c'est dans les situations qu'on devient méchant, qu'on devient gentil, qu'on devient ceci, qu'on devient cela. La preuve, la plupart des élèves deviennent studieux, ils deviennent mobiles, dynamiques, beaucoup plus à l'approche du baccalauréat qu'en début d'année scolaire. Toute l'année durant, ils sont là, nonchalants, déambulants, nonchalants. Mais lorsque le bac approche,
C'est la situation qui change. On voit que les élèves ont un autre comportement. Ce comportement n'est pas de leur. Ce n'est pas ce qui est naturel, c'est quelque chose qui est lié à la situation. On disait que le Sénégalais est un homme bon, mais lorsque la situation l'a exigé, le Sénégal a été autre chose que bon. Un homme peut être pour les autres pieux, véridique, mais parfois, en fonction de la situation, il peut changer. Et lorsque la situation peut changer, lorsque la situation peut évoluer, on dira alors l'homme est un être en projet. En projet. Ce que je suis aujourd'hui, je pourrais être le contraire ou autre chose si demain la situation va évoluer. Voilà pourquoi il n'y a pas de grande différence entre le point de vue de l'existentialisme et le point de vue du matérialisme. Lui, le matérialisme, met en exergue les conditions du milieu, mais lui, il met en exergue d'autres éléments, à savoir les essences existentialistes. Donc pour lui, l'homme est le seul être chez qui l'existence précède l'essence. Autrement dit, l'homme vient à l'existence et lorsqu'il vient à l'existence, il n'apporte pas de naissance. Je vous rappelle que la nature, c'est ce qui est inné, ce qu'on apporte à la naissance. Jean-Paul Sartre dit quoi? L'homme n'apporte aucune nature précise à la naissance. À la naissance, je ne suis pas président de la République. À la naissance, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas prof de philo. Mais je pourrais être ceci, je pourrais être autre chose. Donc à la naissance, l'être humain n'est que virtualité, il est abstraction. On va dire il est projet. C'est un être qui peut devenir, un être en devenir. Maintenant, une fois qu'il est à l'existence, maintenant, il va essayer, en fonction des circonstances, de ses désirs, de sa volonté, de devenir quelque chose. Mais ce qu'il deviendra, ce n'est pas ce qu'il est, c'est seulement quelque chose de transitoire qui pourra évoluer. C'est pourquoi, quand nous étions élèves à l'école primaire, nous voulions être certifiés, on a un certificat d'études. Une fois qu'on est certifié, on veut avoir le BFM. Une fois qu'on a le BFM, on veut avoir le bac. Une fois qu'on a le bac, on veut avoir. Donc plus on demande, plus on change. Et en fonction des projets, en fonction de ce que nous voulons, nous avons des comportements et des habitudes qui sont différents. Là aussi, l'homme n'a pas une nature. Ou ce qu'on dit être une nature, c'est l'homme. Ce n'est pas vraiment sa nature, parce que c'est quelque chose qui n'est pas constant, c'est quelque chose qui est variable. Et c'est quelque chose qui ne tire pas de sa naissance, c'est quelque chose qui est advenu au cours de sa vie en fonction de plusieurs circonstances, dont son effort propre. Et pour lui d'ailleurs, ce serait même une aberration que d'attribuer à l'homme une nature innée, dire que l'homme il est naturellement méchant. Si l'homme est naturellement méchant, mais l'homme n'est plus responsable de sa méchanceté. Parce que c'est celui qui l'aura créé, ou c'est celui qui l'aura fait, qui a voulu qu'il soit méchant. Et si on donne à l'homme une nature innée, mais l'homme il est excusé, il est détaxé, il est libéré. Et par conséquent, on va dire bonjour au mal. Quelqu'un peut faire le mal, et au moment du procès, il dira non, je l'ai fait de façon naturelle. Je suis né comme ça. Ce n'est pas ma volonté. Le lion. Et s'il mange de la viande, il n'est pas responsable. Et il n'a pas la possibilité de faire autre chose que manger de la viande. Maintenant, si on dit de la même façon que tel était un homme, il est né criminel, mais à quoi servent les prisons? À rien du tout. Ils disent, si nous voulons donner un sens à notre existence, si nous voulons donner à l'homme le sens de la responsabilité, il faudrait justement rejeter toute forme d'excuse du genre nature innée. Il n'y a pas de nature innée. L'homme est le seul être chez qui l'existence précède l'essence. Je viens à l'existence et tout est devant moi. Et en fonction de mon effort, en fonction de ma bonne ou mauvaise volonté, en fonction de plusieurs autres facteurs, je peux devenir comme je peux ne pas devenir. Et
Avant cela, il y a la thèse des énéistes qui disent quoi? L'homme a une nature, mais une nature innée. L'homme est venu, il a apporté une nature. Là, on peut prendre la thèse de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui disait quoi? L'homme est né bon. L'homme est né bon. Mais c'est la société qui l'a rendu mauvais. On parle même de la bonté naturelle. Donc, pour Jean-Jacques Rousseau, s'il faut attribuer à l'homme une nature, c'est la bonté. Existe une nature humaine? Il dit oui, il y a une nature humaine. L'homme, naturellement, il est bon. Même s'il est mauvais, être mauvais ne fait pas partie de la nature de l'homme. Il a dit, c'est la société qui l'a rendu mauvais. Et comment la société a-t-elle rendu l'homme mauvais? Il dit, bon, d'abord, pourquoi dit-il que l'homme est naturellement bon? Il dit parce que l'homme a vécu pendant très longtemps à l'état de nature, dans la paix, dans la stabilité, la tranquillité. Jamais on n'a entendu de problème entre un individu et un autre. Tout s'est toujours très bien passé. Mais lorsque les conditions ont évolué, les hommes étaient obligés de changer de mode d'être. Ils sont passés de l'individualisme à la création de la société. Et il dit, une fois dans la société, l'homme a trouvé les germes qui ont transformé sa nature bonne. Quels sont ces germes-là? Il y a la naissance de l'amour. L'amour qui donne naissance à ce qu'on appelle la jalousie, laquelle donne naissance un peu à la violence. Il y a la naissance de la propriété. Cette maison est la mienne. Ça donne naissance à la concurrence, à la compétition, qui donne naissance à la violence. C'est pourquoi, justement, c'est dans la société que l'homme a trouvé les germes, lesquels germes ont transformé ce qu'il a toujours été à l'état de nature. À l'état de nature, il n'y a pas de problème, mais ici, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez à manger, il n'y a pas assez à boire, il n'y a pas assez de terrain. Il faut donc une lutte pour la survie. Et cette lutte pour la survie et la conservation est justement ce qui a été à la base un peu de la dépravation de l'homme par rapport à ce qu'il a été selon Jean-Jacques Rousseau. Naturellement donc, l'homme est bon. S'il est devenu mauvais, être mauvais n'est pas sa nature. Il dit, s'il était possible de déclasser tout ce qui est un peu superficiel, tout ce qui vient de la culture, tout ce qui vient des eaux, on retrouvera ce que l'homme a toujours été et qui continue à être au fond de lui-même, c'est la bonté. Et il y a un texte là de Luc Ferry qui nous montre justement qu'en réalité, même l'homme qu'on pense être mauvais, il n'est pas mauvais, il est peut-être bon. Et Luc Ferry a écrit un texte en partant d'un journal, le journal intime d'un soldat d'Hitler. Et le soldat, chaque fois, dans son carnet, marquait les événements de sa vie. Parfois, il nous raconte comment il a tué, de la façon la plus exécrable possible. Il tue de manière impassible. Il tue sans même regretter. Mais un jour, Luc Ferry nous raconte quoi? Que justement, cet homme-là que tu es, qu'on pensait être un monstre, le plus froid des monstres, un homme insensé, et pourtant, dans ce monstre-là, dans cette insensibilité apparente, il y a quoi? Il y a un humain, il y a un sentimental, il y a un homme très sensible. La preuve, un jour, en rentrant chez lui, son chat ne l'a pas accueilli. Et quand il a cherché le chat, il l'a trouvé sur le canapé. Le chat était malade. La maladie de ce chat a commencé à attrister notre monstre. Il a fait appel au vétérinaire, lequel est venu. Malgré ses soins, le chat a fini par rendre l'âme. Conséquence, notre ancien monstre a commencé à pleurer de chaudes larmes. Et d'ailleurs, il dit, parfois même le soir, le gars venait écouter de la musique sentimentale. Ça montre quoi? Nous avons un visage de monstre, nous avons des comportements monstres, mais fondamentalement, au fond de nous, ce n'est plus le monstre, c'est le sentimental. Les gens qui tuent, les gens qui agressent, qui violent, ils ont un cœur. Parfois même, ils regrettent. Mais lorsque la situation
reviennent, ils redeviennent monstres. Mais être monstre n'est pas leur naturel. Et c'est ça le point de vue de Jean-Jacques Rousseau. Les essentialistes disent quoi? L'essence précède l'existence. Et je vais donner une petite image pour terminer sur ce point-là. Ok? Regardez ici. C'est comme un architecte. Un architecte et une maison. Mais l'architecte, il a déjà quoi? Il a déjà la conception. Il a déjà le plan, le projet. Il a déjà l'image de quoi? De ce que la maison sera. La maison n'a pas encore créé. Mais on sait, une fois créée, comment elle sera. Combien de dimensions? Quelles sont ces dimensions? Combien de chambres? Couleurs, maquis et tout. Il dit maintenant, on remplace l'architecte par Dieu et on remplace maison par l'homme. Dieu a conçu l'homme en fonction d'un certain nombre de choses. Avant même que l'homme ne soit créé, ça veut dire Dieu aurait dit ce qu'il sera, comment il sera. Il sera peut-être président, il sera peut-être bavard, il sera peut-être timide. On parle alors d'une timidité naturelle de l'homme. Ça paraît plaisir, c'est discutable. Dans certaines maisons, on rencontre des gens, on dit, est-ce que réellement c'est quelqu'un qui fait partie de cette famille? Une famille où personne ne se tait. On parle à longueur de journée. Et pourtant, il y a quelqu'un qui n'ouvre jamais la bouche. L'inverse aussi. Dans une famille, personne ne parle, tout le monde est timide. Mais il y a des gens comme il y a ceux qui passent tout le temps à parler. C'est un problème. Mais d'où vient ça? Ce n'est pas le milieu. Ce n'est pas l'éducation. Donc le projet de Jean-Jacques Rousseau, de Karl Marx, pose problème ici. Ce n'est pas le milieu. Ce n'est pas l'éducation. D'où vient cette timidité? On dit, ni le pays à le milieu. Donc c'est naturel en lui. Il est né comme ça. C'est pourquoi ils disent quoi? L'essence précède l'existence. Avant même d'exister, on sait que Dieu sait ce que l'homme sera. On prend en même temps ici un ingénieur, il va créer un téléphone portable. Déjà, il connaît quoi? Il connaît la couleur, il décrète la couleur, la marque, peut-être la puissance, ok, la fonctionnalité. Ça existe dans sa tête. Je vais créer un portable. Et le portable que je vais créer va être de telle couleur, on dira c'est la race. Il va être de telle marque, on dira peut-être. Mais Dieu, en nous créant, avait déjà décrété ce que nous allions devenir. Nous le sommes devenus dès la naissance. Ça n'apparaît pas de la naissance, mais au fur et à mesure qu'on entre dans notre histoire, dans notre existence, nous apparaissons comme Dieu l'avait voulu et non pas comme nous ne l'avons décrété. Par rapport à ce sujet-là, on va le voir au cours de la liberté. On dira que l'homme n'est pas libre, il est déterminé. Déterminé par quoi? Déterminé par son créateur. On parle de déterminisme. Déterminé par le milieu. Déterminé par la situation et les circonstances. Mais l'homme, justement, est par rapport à cela un être qui est venu en apportant sa naissance. Donc, ce qu'il est ne dépend pas de lui, cela dépend un peu de son créateur et du projet qui a été à la base de sa création. Voilà donc, je pense, par rapport à celui-là. Et dernier sujet, je ne sais pas si je vais réserver ça pour prochainement ou non. Je réserve ça, hein. Je vous remercie infiniment. Donc, le dernier sujet, la culture peut-être être un voie de développement. Il y en a d'autres, hein, sur lesquels nous allons échanger. Je vous remercie en espérant que vous avez aimé. Big up. Prépare 2020 vous est offert par la République des valeurs.